Ah, ça fait du bien une bonne semaine de repos quand même, bien qu'il y ait les fêtes de Noël, des avancées sur plein de projets personnels et plein de choses qui vont arriver en 2024. On va pouvoir reprendre sereinement le contenu jusqu'à la fin de l'année si tout va bien. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. On va pouvoir reprendre un peu l'analyse de cartes, mais ce coup-ci pas de spoil qui vont arriver, mais vraiment de la méta actuelle, des cartes actuelles. Et pour cette vidéo, je vous propose un petit top et flop, donc 5 cartes qui ont perfé plus que ce que j'avais prévu à la base, et 5 cartes qui ont moins bien marché que ce que j'avais prévu à la base. Je me base par rapport à ça, donc par rapport à cette petite analyse sur ce qui s'est passé à Angers, et sur, de manière générale, les decks qui sont en train de performer ou pas sur Pixelborn en ce moment. Je me suis tenu un peu au courant quand même de la méta auprès des différents Discord et pour voir un peu les différents archétypes de decks, etc. Et donc, il y a des choses intéressantes à voir et des cartes qui ont bien marché, qui n'étaient pas prévues à la base. On va commencer par les 5 tops, pardon, puis on finira par les 5 flops. Et j'ai essayé de faire un peu dans l'ordre du du plus prévisible au moins prévisible, quelque chose comme ça, quoi. Vous allez voir. Ça va être très simple. Une vidéo pas trop longue normalement. En numéro 1, du côté des tops, nous avons Isma qui fait peur sans faire exprès. Avec son petit costume d'impératrice, j'adore cette carte, elle est moins stylée que celle qui est en train de se réveiller avec les tranches de concombre sur le visage. Mais cette carte-là, à la base, quand je l'ai vue passer, c'est pour ça que je la mets dans les tops quand même, c'est que je la trouvais sympa, mais pas forcément si incroyable que ça. L'alter ne donne pas vraiment d'avantage parce qu'il n'y a pas vraiment d'Isma si intéressante que ça à jouer. Et surtout, le fait de bannir un personnage entre guillemets parce qu'on le remet dans la pioche, eh bien, c'était pas forcément si intéressant que ça, vu que l'adversaire pioche deux cartes si vous faites sur l'adversaire, et que sur vous-même vous enlevez une carte pour en piocher deux, faut voir les intérêts, bien évidemment. Mais il se trouve que cette carte a trouvé sa place dans pas mal de decks et même dans des archétypes différents. Bien évidemment en rubis améthyste avec les boons qui permettent de rejouer Isma, et tout simplement aussi parce qu'elle permet de remélanger des cartes dans le deck, donc vous pourrez rejouer plus tard des Merlin Chèvre, des Madame de Trémène, des trucs comme ça, etc. Donc de base c'est très fort. Mais on la voit aussi, et ça je trouve ça vachement plus intéressant, dans des decks meules qui sont des decks acier améthyste, qui vont comme d'habitude pour les decks meules se baser sur ce rêve bleu afin de forcer l'adversaire à piocher beaucoup de cartes et donc à vider son deck. Mais on va en profiter pour jouer Isma. Comme ça, en jouant Isma, on va pouvoir remonter dans le deck de l'adversaire un personnage, forcer l'adversaire à piocher deux cartes. Ça aide déjà à la meule, sauf qu'en bonus, si vous jouez Rêve Bleu derrière, par exemple en le chantant avec Isma, qui peut le faire, eh bien l'adversaire va tout simplement perdre le bonus de cartes qu'il avait eu, parce que ces cartes vont partir en défausse. Donc Isma, petite surprise, je pensais pas qu'elle serait aussi performante dans la méta et dans autant de decks divers. Bonne carte, franchement c'est plutôt cool. En numéro 2, la carte qui est en train de faire une remontada en ce moment, et donc cette carte c'est pas tant sur Angers, mais il y en avait quelques-unes, mais c'est vraiment sur ce qui se passe sur Pixelborn actuellement, la flûte de dormeur. En fait, dans les decks embrassiers, vu qu'on se base beaucoup sur les chansons, finalement, entre les flûtes de dormeur, c'est du lore tranquille à faire chaque tour où vous jouez au moins une chanson. Donc si vous vous débrouillez pour en jouer une par tour, en fait, vous pouvez faire énormément de lore avec. Malgré que ce soit non ancrable, c'est quand même une carte qui ne demande pas d'encre pour être utilisée quand vous jouez une chanson, contrairement au grimoire, qui a beaucoup de points communs. Mais même si le grimoire est beaucoup plus simple d'utilisation, il suffit d'utiliser de l'encre, ici on ne perd pas de tempo, il suffit d'avoir utilisé une chanson, même en ayant chanté avec un personnage, pour faire des choses. Et donc évidemment dans des decks basés sur Rêve Bleu, Tuons la Bête, C'est la Fête, euh, comment ça s'appelle déjà, le Grand Génie du Mal, des choses comme ça, et bien au final, il y a beaucoup moyen de pouvoir avoir des chansons à chaque tour et donc de gagner du temps à chaque tour, ce qui est un excellent ajout pour l'aurer plus vite, monter plus vite à 20 dans les decks embrassiers. En numéro 3, la carte que j'ai... Voilà, vous voyez, plus on avance, plus c'est des cartes que j'ai pas vu passer sous mes détecteurs. Flavorsham, quand on joue ce personnage ou qu'on part à l'aventure, on peut bannir un objet pour piocher deux cartes. À la base, je me disais, ce qui est un peu dommage, c'est que dans les decks objets, c'est contre-productif, parce qu'on a envie de garder des objets en jeu pour que ta bateau ait beaucoup de l'or. Ou alors, tout simplement, les bannir, c'est un peu dommage, parce que on pourra pas faire des trucs cool avec, etc. Eh bien, en fait, au final, il se trouve que ça marche extrêmement bien avec les glaces à l'eau, parce que Flavorsham va bannir les glaces à l'eau, et du coup, ensuite, Nick Wild va les ramener, et donc vous allez pouvoir réutiliser Flavorsham,
etc. Vous connaissez un peu comment se jouent maintenant les decks bleu-rouge après les vidéos qu'on a eues sur les tournois Angers. Et donc Flavorsham qui au final est un excellent moteur de pioche en bleu, bien plus performant que ce que je pensais, et surtout un excellent moteur de pioche qui demande pas tant d'investissement que ça, parce que les glaces à l'eau maintenant c'est très facile à jouer, c'est une carte à 1 qui pioche de base, donc de toute façon c'est cool. Mais derrière ça, il y a d'autres objets qui peuvent être cool, des joueurs par exemple qui jouent 4 fois la plume en forme d'arête en se disant j'en joue une et le reste je les ancre. Ou alors je les ancre grâce à la plume que j'ai déjà en jeu, et quand j'ai plus besoin de la plume, je peux m'en débarrasser pour piocher des cartes. Le combo est plutôt pas mal, et c'est cool de voir que Flavorsham au final a trouvé sa place dans le jeu. En numéro 4, nous avons Votre Roi vous invite à la fête, et ça pareil, autant je trouvais pas la carte si nulle que ça, et autant j'imaginais qu'un jour il y aurait des decks basés sur le fait de se mettre des dégâts en rouge, donc en rubis, qui marcheraient bien. Bah en fait, au final, cette carte n'est pas utilisée pour ça. Cette carte est juste utilisée vraiment pour mettre les 2 dégâts pour mieux gérer les match-ups dans lesquels il y a du rush en face. Et on va faire exprès de jouer des personnages tour 1 qui ont 3 points de vie afin d'être sûr et certain de pouvoir faire votre aura vous invite à la fête tranquillement. En bonus, ces personnages 1-3 genre Mini ou alors en violet c'est Olaf vont d'ailleurs être remontés en main via une différente Madame Mime pour soit être rejoués pour être remontés à nouveau pour une Madame Mime encore une fois, soit tout simplement pour partir en encre derrière. Le combo marche vraiment bien et permet de très facilement gérer les decks aggro en début de partie. Bonne carte, et vraiment pas vu venir pour le coup. Et celle qu'on n'a pas vu venir, mais en même temps, elle n'a pas été révélée tôt, elle a été sur l'application un peu tardivement. Madame de Trémène, évidemment. Madame de Trémène, quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, c'est un feu de dragon, mais conditionnel, ça coûte un de plus, mais c'est un body derrière, mais pas un si bon body que ça, etc. J'étais un peu dubitatif, mais encore une fois, la grande surprise pour moi de ce chapitre 2, c'est vraiment que les deck bounce ne vont pas se jouer forcément avec des moyens de gagner du lore avec chèvre et tout. Le but, c'est juste de jouer des personnages qui ont des effets d'entrée de jeu très forts. Et Madame de Trémène, une fois qu'un Soyez prêt est passé, c'est extrêmement puissant, vu que l'adversaire va avoir peu de personnages en jeu à chaque tour, vous pouvez très facilement choisir vos cibles. Donc, très bonne carte, en particulier avec les decks améthystes pour pouvoir la remonter en main et la rejouer derrière. Vraiment, pour moi, c'est la grosse surprise du chapitre 2, c'est la carte que j'avais pas vu passer et qui est déterminante dans la méta actuelle. Au niveau des cartes, à l'inverse, qui ont fait flop. Donc là, c'est plutôt dans les cartes que je vous avais montrées, c'est-à-dire les 12 cartes à surveiller. J'ai regardé un peu ces 12 cartes et j'ai regardé les cartes qui, au final, n'avaient pas du tout été impactantes dans la méta pour l'instant, avec différentes nuances bien sûr. La première d'entre elles, c'est Belle en archère. Comme prévu, j'en avais parlé, et j'en avais parlé sur différents Discord aussi, mais Belle archère dissimulée, si vous la jouez tour 3, c'est cool parce que vous pouvez faire du lore très vite et bloquer l'adversaire. L'autre intérêt de Belle archère dissimulée pour les decks défausse surtout, c'est d'avoir un outil de rush certes, mais surtout d'avoir un personnage qui annule complètement un potentiel rêve bleu, et ça, c'est vachement bien. Le défaut maintenant d'Archer Belle dissimulée, c'est qu'en dehors du fait de la jouer tour 3, elle arrive beaucoup trop tard et elle est beaucoup trop facilement gérable par l'adversaire. Et du coup, à partir de là, à moins de la jouer avec un Just in Time ou si un jour on a une Belle à 2, pour l'instant c'est pas assez bon pour être joué, même une Belle à 2, il faudrait l'avoir dans les bonnes couleurs pour que ça fonctionne. Là tel quel, malheureusement, la Belle, peut-être qu'un jour elle sera dans la méta, mais je l'ai quand même mis dans le top parce qu'à la sortie de la carte, tout le monde était en mode oh mon dieu, ça va être n'importe quoi. Et au final, c'est pas joué ou quasiment pas joué du tout. Donc, bon flop pour Belle Archer quand même, qui a beaucoup effrayé les mœurs pendant 2 semaines. En numéro 2, donc des cartes qui ont fait un flop, nous avons Bucky. Bucky, peut-être un jour il sera beaucoup plus jouable. Et c'est pas une mauvaise carte pour autant, mais le rentabiliser assez, c'est compliqué, et surtout dans les match-ups face à Acier, il part en 2 secondes 9. Du coup, c'est trop compliqué d'avoir ce personnage-là, parce que la moindre clochette ou le moindre tuon la bête l'élimine, et c'est compliqué de défausser à cette carte à l'adversaire avant que ces cartes-là arrivent, de le mettre vraiment à 0 carte en main. Du coup, Bucky, très sympa, un jour peut-être avec plus de Floodborn qui coûte pas cher, ça pourrait être très efficace. En attendant, c'est pas très joué même dans les decks défausses, ils vont plutôt se reposer sur d'autres mécaniques et pas forcément sur 1 milliard de Floodborn. En numéro 3, des cartes qui ont flop, le grand Pabi, parce que à Angers, il y avait 0 deck bleu-jaune soin. 0. C'est pour montrer à quel point la carte est compliquée. Et bien que oui, 2 de l'or pour 1 de soin, c'est incroyable, d'autant plus avec les outils qui permettent de soigner plusieurs personnages,
Le problème étant tout simplement qu'avoir des dégâts supérieurs personnages dans la méta actuelle, c'est compliqué parce que la méta n'est pas tant aux dégâts, la méta est plutôt basée sur les bannissements directs. Et Grand Pabi, ça reste une carte non ancrable qui coûte 7, ce qui est très compliqué à jouer si vous ne jouez pas contrôle, parce que ça vous bloque la main très facilement, surtout jouer en x4, et du coup pour que ça fonctionne, il faut le jouer en x4. Et à côté de ça, il a des stats pas mauvaises, mais malheureusement pour un tour 7, c'est en largement insuffisant. Le Grand Pabi, certes, vous ne l'enverrez pas à l'aventure, mais il part comme tout le monde sur Soyons Prêtes à ce moment-là, ou sur un des random outils de gestion du Ruby Améthyste, donc vraiment ça ne marche pas pour le moment. Lorcana est toujours un jeu dans lequel faire un board n'est pas la manière efficace de jouer à ce jeu. La carte numéro 4, c'est la clochette du dîner. Et ça, pour moi, c'était une grande surprise. Car là où je pensais vraiment que ça serait un outil de pioche incroyable pour plein de decks, au final, les decks rouge-violet s'amusent à faire des bonds à l'infini avec des personnages qui piochent, donc au final ça va. Et les decks bleu-rouge, qui pour moi étaient les vrais clients de la clochette du dîner, finalement avec Flavorsham Glace à l'eau, ils ont tout ce qu'il faut. Et du coup, ils n'ont pas besoin de pioche en plus. Donc finalement, Clochette du dîner, pour le moment, c'est une carte qui ne trouve pas sa méta. Maintenant, peut-être qu'un jour, encore une fois, dans les decks rouges basés sur les défis, où ça manque de pioche, ou des choses comme ça, cette carte a une place dans la méta, même si ça coûte cher, c'est quand même très efficace. On verra dans l'avenir si jamais elle trouve des decks dans lesquels elle jouer. Mais pour moi, c'est une grosse surprise. Je pensais vraiment qu'une carte de pioche qui permet de piocher autant de cartes si nécessaire serait bien plus efficace. Et pour finir, la numéro 5 des cartes qui ont flop, la carte que vraiment quand elle est sortie, tout le monde parlait que d'elle, tout le monde n'imaginait que des decks avec elle. On a même donné des noms de decks par rapport à la nom de cette carte. Et au final, elle n'est pas jouée, ou très peu. Rebondir, qui ne rentre pas dans les decks, ou tout du moins dans les decks qui ne perfent pas pour le moment. Et pourquoi c'est non ancrable certes, c'est pas une chanson, mais surtout, dans l'Arcana, pour le moment, les decks qui perfent énormément sont des decks avec beaucoup de personnages qui ont des effets quand ils rentrent en jeu. Et le problème, c'est qu'en Émeraude, le moyen de gestion principal des personnages adverses, c'est de les remonter en main. Donc en fait, quand vous jouez rebondir pour remonter un votre personnage, pour remonter un personnage adverse, face à un rouge-violet, ça l'arrange. Et vu que c'est une carte non ancrable, vous ne pouvez pas faire autre chose avec cette carte, vous êtes obligé de la jouer, et donc vous serez obligé de la jouer sur un personnage adverse qui aura un effet d'entrée de jeu. Donc, du coup, c'est pas ouf. Parce que même si vous vous dites, ouais, mais je peux remonter une Madame Mime, comme ça le force à remonter un personnage en main, encore une fois, ça arrange le joueur adverse. Si vous remontez même une Madame Mime ou des petits trucs comme ça, en fait, l'adversaire, tout ce qu'il va faire, c'est rejouer Madame Mime rejouer un gros personnage avec un gros effet d'entrée de jeu, puis jouer Madame Mime pour le reprendre et le refaire une deuxième fois. Et au bout d'un moment, à force de se prendre 18 Lady Tremen dans la face, ça commence à faire un peu trop. Et donc rebondir, même si jamais vert violet, par exemple, en deck bounce, vert violet, il y a des trucs à faire. Dans plein de decks, il y a des trucs à faire avec rebondir. Dans la méta actuelle, c'est pas assez efficace parce que les personnages qui ont des effets d'entrée de jeu sont trop forts. Et du coup, les remonter en main pour l'adversaire, c'est un avantage clair et net. Voilà, au niveau des cartes qui pour moi ont fait des tops ou des flops, dites-moi si ce format vous intéresse, j'essaierai de le faire un peu plus souvent pour les différents chapitres ou pour les différents tournois, pour voir un peu si jamais il y a des cartes qui étaient attendues au tournant et qui n'atteignent pas les attentes qu'on avait, ou tout simplement à l'inverse, si jamais il y a des cartes qui, sorties de nulle part, changent complètement la méta. Il y a encore des petites surprises qui pourraient arriver dans la méta, il y a des cartes que j'ai pas mises dans le top parce que j'ai dû me limiter au bout d'un moment. Et comme vous l'aurez remarqué, au final, il n'y a pas de carte acier parce qu'acier, il n'y a rien qui a sous-performé ou qui a surperformé. C'est-à-dire, les cartes qu'on avait vu venir sont là. Et voilà, tout simplement. Mais au niveau des autres couleurs, il y avait quand même quelques petites surprises, mine de rien. C'était intéressant. Sur ce, je vous laisse. Je referai peut-être une vidéo dans la semaine, mais c'est pas sûr du tout, mais j'ai un potentiel truc de vidéo à faire. On verra si je fais ça cette semaine ou pas. Dans tous les cas, samedi, il y aura une quête analyse, ça c'est sûr et certain. Moi, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.